Merci. Je remercie à mon tour l'ensemble des camarades pour leurs interventions et pour l'invitation. Notre sujet est extrêmement vaste, donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Mais, je prendrai peut-être aussi un regard d'abord plus global sur ce qui se passe et les contradictions qui sont à l'œuvre dans le capitalisme d'aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, l'expérience de vie juif comme conquête politique. Pour ma part, donc, depuis une trentaine d'années, les travailleurs, les salariés sont soumis à des reculs sociaux, donc perte de pouvoir d'achat, dégradation du cadre de vie général, transfert massif de l'impôt des entreprises sur les ménages qui paupérisent de façon extrêmement importante les familles, et une stigmatisation extrêmement forte des habitants des quartiers populaires, stigmatisation qui est dans une logique, évidemment, dans une bataille idéologique. Typiquement, lorsqu'on parle de défavorisés, lorsqu'on parle de ghetto, lorsqu'on parle d'ensauvagement, on désigne les couches populaires tels qu'ils sont aujourd'hui comme les parias de la société et comme un coup sur la société. Alors même que, et Marie-Christine l'a bien précisé, c'est eux qui sont les producteurs de richesse. Donc, nous sommes dans une bataille idéologique qui est extrêmement forte et qui concerne 2 millions de Français, quelle que soit leur origine. Aujourd'hui, le logement social en France, c'est plus de 5 millions de logements. Donc, le défi qui est devant nous, c'est-à-dire une reconquête politique avec les habitants, évidemment, de ces quartiers est un enjeu considérable. Donc, pour revenir un peu sur les deux termes quartier et populaire, ça renvoie évidemment à l'habitat, au logement, à un cadre de vie, et puis à des individus qui vivent. Il y a un certain nombre de contradictions, mais ça a été donné. Ces quartiers où les services publics ont reculé ces 30 dernières années sont, alors même que les besoins sont encore plus importants. Je pense notamment à l'école, je pense aussi aux services de sécurité, typiquement à Villejuif. On est dans un district, il y a pour 150 000 habitants un seul commissariat, alors que dans le 16e arrondissement ou à Charenton-le-Pont, il y a un commissariat pour 50 000 habitants. Nous avons ce recul des services publics, cette austérité qui a imposé dans les quartiers populaires n'est pas anodin. Je crois, poursuit une logique extrêmement forte des appareils, de ce que Althusser appelait les appareils idéologiques de l'État. Le fait qu'un enfant d'ouvrier ne puisse pas poursuivre ses études au-delà de la fac ou encore très difficilement, rend en effet possible une reproduction sociale des rapports de production. Si on est enfant d'ouvrier, on a évidemment beaucoup plus de difficultés pour réussir à l'école parce que les conditions sont plus dégradées. Évidemment, il y a des difficultés liées à l'héritage, à la transmission familiale, etc. Mais là où, justement, il faudrait mettre plus de moyens, l'État on enlève beaucoup. Sur
comment les choses se sont déroulées à Villejuif et comment nous avons construit la situation. En 2014, situation, pour les camarades qui ne connaissent pas Villejuif, Villejuif donc, est une ville de 60 000 habitants dans le Val-de-Marne, avec 3 hôpitaux, 3 grands hôpitaux. Villejuif n'est pas une ville industrialisée de par sa géographie, mais reste une ville populaire avec beaucoup d'employés et de salariés. 2014, c'est un peu l'hécatombe pour nous. Et pour faire un peu l'historique, Villejuif a toujours connu des grands dirigeants du parti, Paul Vaillant-Couturier, Marie-Claude Vaillant-Couturier, députée de la Seine de la circonscription, Georges Marchais ensuite, etc. Donc de grandes figures qui pouvaient, auxquelles les couches populaires s'identifiaient massivement. 2014, du fait d'un certain nombre d'éléments de contexte, donc une alliance hétéroclite, droite-gauche, ensuite, évidemment, un sentiment d'abandon extrêmement important dans la population, notamment dans les quartiers populaires. Le manque d'écoute, la dégradation de l'habitat de par notre histoire où les logements, les cités HLM avaient été construits dans les années 60-70, une dégradation du cadre de vie général qui est renvoyé, qui renforçait ce sentiment d'abandon. Et le fait d'être, par exemple, trop installé, de faire de l'entre-soi, etc., etc. Tous ces éléments nous ont été des critiques extrêmement virulentes et parfois justifiées. Nous avons fait le choix, dès la perte de la ville, de nous retourner en direction des habitants pour nous poser, pour qu'ils nous donnent les raisons pour eux de cette défaite. À partir de là, un processus s'est engagé, la nécessité de renouveler les cadres politiques de notre parti, qui soient à l'image de la société et de l'évolution de la société. Et puis, entre 2015 et 2020, la droite locale a montré son visage. Et donc, il a fallu organiser les résistances. Ça a commencé, l'ancienne municipalité, donc la droite, a attaqué d'abord une école maternelle c'est une école maternelle isolée qui coûtait trop cher pour la municipalité, donc recul encore du service public municipal. La volonté de fermer un bureau de poste qui était le seul bureau de poste pour 15 000 habitants et le seul distributeur dans un très grand quartier populaire. À chaque fois, c'est autour de 2000, 3000 pétitions que nous avons réussi à rassembler. Donc, un parti qui est extrêmement mobilisé sur le terrain, qui est en capacité de prendre une question concrète et de poser les enjeux de classe qu'il y a derrière. Et puis un certain nombre de mobilisations, la privatisation de l'Office public de l'habitat avec la loi Elan, qui est une attaque majeure contre le logement social et le modèle du logement social en France, et qu'il faudra évidemment prendre comme un enjeu de bataille politique pour les années qui arrivent, parce qu'avec les regroupements qui vont s'opérer, il va y avoir évidemment des privatisations du logement social et donc accélération de ce mouvement de marchandisation du logement, du droit
et donc de créer, de rendre plus difficile le droit au logement pour tous. Donc, plusieurs années de résistance face aux attaques donc, de la droite locale, mais aussi de la logique de recul des services publics au niveau national, et puis construction des batailles politiques en permanence avec les habitants. Et une structuration extrêmement importante dans nos quartiers populaires, là où on était déjà en réalité structuré, donc organisé, mais renforcement, rajeunissement, identification quartier par quartier sur qui nous pouvons nous appuyer comme compagnons de route, comme amis, et autour des lieux de socialisation. Pour donner un autre exemple, en 2014, dans la plus grande majorité des camarades, des militants communistes, nous avions quasiment plus de parents d'élèves engagés, élus dans les écoles. En 2020, on arrive avec des dizaines de parents d'élèves élus qui sont militants communistes, actifs dans leur quartier, parfois des compagnons de route, donc un parti qui se restructure à travers les lieux de socialisation qui sont l'école, notamment l'école dans les quartiers. Et puis, une colère extrêmement importante chez les jeunes vigifodes, notamment à cause de violences policières, de mépris en permanence, de manque de considération, de manque de moyens aussi sur les questions de jeunesse, d'éducation populaire. On arrive à poser avec des dizaines, des centaines de jeunes le débat politique, non pas en faisant les questions et les réponses, non pas en partant de la théorie, mais en articulant tout le temps la question de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous voulez changer concrètement. Vous avez ce pouvoir pour changer les choses et nous sommes à votre disposition pour changer les choses avec vous. Donc, pas un regard paternaliste, pas un regard non plus, entre guillemets, politicien pour le coup, mais de construction politique et comment on avance étape par étape. Et donc, nous sommes arrivés. J'ai raté des bouts, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais très vite. Donc, nous avons à chaque fois permis au plus grand nombre de s'approprier tous les enjeux et puis de construire avec les Vigifois, les habitants des quartiers populaires, les luttes, les mobilisations pour atteindre les objectifs. Donc, toutes les grandes mobilisations, nous avons gagné. On a mis en échec, nous avons créé un rapport de force extrêmement puissant pour mettre en échec les projets néfastes qui étaient à l'œuvre. Enfin, nous avions perdu la municipalité, mais nous n'avions pas perdu l'estime des gens. Et c'est revenu dans des interventions. 2015, nous gagnons les élections départementales. 2014, juste après la perte de la ville, nous sommes le premier parti, la première force politique aux européennes, un très bon score au régional, etc. etc. Et puis, la conquête en 2020. Un petit mot pour conclure, puisqu'on reviendra, je pense, avec les questions et les échanges et l'échange. Nous avons aussi adapté notre façon de communiquer, notamment en direction des jeunes. Pour la première fois,
pendant cette dernière année, nous avons par exemple, chose qu'on ne fait pas vraiment, qu'on n'avait jamais fait des vidéos très courtes pour être diffusées sur des réseaux sociaux de jeunes, Snapchat, etc., etc. Ces petits outils qui paraissent parfois pas essentiels, nous ont permis de toucher des jeunes qu'on ne voyait pas, qu'on n'aurait jamais pu voir, et à partir des questions qu'ils se posaient eux. Donc une forme de dignité retrouvée chez ces jeunes Villejuifois et qui ont été avec les mamans, les jeunes femmes dans les quartiers. Les jeunes ont été les deux forces extrêmement puissantes pour faire le déclic. Et puis, nous continuons aujourd'hui sur les questions d'emploi, sur cette bataille qui est extrêmement importante, à construire les batailles politiques pour articuler besoins des habitants, les luttes et les porter dans les institutions le plus loin possible. Voilà. Je m'arrête là. Peut-être, il semble, Ozer, qu'il y avait un aspect intéressant dans le résultat de l'élection, notamment sur les bureaux de vote des quartiers populaires. Oui, oui, donc effectivement, nous atteignons, il y a 34 bureaux de vote et je n'ai pas donné non plus les éléments de gentrification très forte, de spéculation très forte qui s'exerce sur les Juifs, mais c'est en soi un sujet parce qu'il y a l'arrivée de 2 lignes de métro, 70 projets immobiliers en un mandat, donc une spéculation extrêmement puissante qui double le prix du mètre carré et qui a un élément aussi de conscientisation dans les quartiers populaires. Donc, la droite était extrêmement forte sur 3-4 bureaux, sur l'ensemble des 34 bureaux. Nous étions forts sur 10 bureaux et dans les bureaux, dans nos meilleurs bureaux, effectivement, au premier tour, nous dépassons les 50% avec un taux de participation qui est plus élevé que dans les autres bureaux. Et au second tour, nous dépassons des scores de 80% pour faire justement la différence. Il y a une surmobilisation au second tour de l'électorat de droite et une surmobilisation des électeurs communistes et de gauche et les quartiers populaires.